Bonjour et bienvenue sur le plateau Habitarn Conseil créé par Albi Expo. Je suis Geoffrey Martins de Baticlub.com et Habitarn Conseil est propulsé par Groupe Designtech. Nous recevons aujourd'hui Maître Echenolk. Bonjour Maître. Bonjour Geoffrey. Donc vous êtes avocate spécialisée en droit de la construction et de l'immobilier. C'est ça, tout à fait. Et nous allons parler aujourd'hui de faire construire. Finalement, quelles sont les étapes pour faire construire ? Oui, alors faire construire, c'est se retrouver quand même, et tout le monde est passé par là pour ceux qui ont fait construire, et ceux qui n'ont pas encore fait construire se posent évidemment des questions. C'est souvent un parcours du combattant. Donc, il est certain qu'il est tout à fait utile, conseillé, obligatoire de se faire assister par des gens compétents. Et ça commence au départ du projet de construction, et ça se poursuit tout au long de la construction jusqu'au moment de la réception. Donc ça, c'est très important d'avoir de bons conseils. Alors les bons conseils, vous allez les trouver auprès de différents professionnels. Dans un premier temps, vous souhaitez construire et vous souhaitez bien évidemment acheter un terrain. C'est quand même la base. Donc vous allez vous retrouver notamment face à une agence immobilière, ou plutôt accompagné par une agence immobilière, et par un notaire. Ces étapes sont très importantes parce qu'il y a des obligations qui sont de plus en plus contraignantes aujourd'hui, notamment pour la personne qui va vous vendre et qui, depuis peu, c'est une obligation légale, va être amenée à vous vendre le terrain avec un certain nombre d'informations qui sont importantes, notamment d'avoir une étude de sol. C'est une disposition légale qui est tout à fait récente et qui est importante pour savoir ce que vous allez acheter. Mais vous avez également des obligations légales qui sont notamment de savoir comment est le sous-sol et qui vont permettre de vous dire est-ce que j'achète ou non si par exemple je dois faire des fondations particulières. Et ça, c'est le notaire qui doit vous amener à vous proposer de mettre certaines clauses qui vous permettent ensuite de ne pas éventuellement acheter le terrain si vous vous rendez compte que vous allez devoir faire des fondations à 10 mètres. Donc ça, c'est toute la partie qui est importante par rapport à l'acquisition d'un terrain. Et après, la deuxième partie, c'est celle qui nous concerne vraiment aujourd'hui, c'est celle de savoir ce que l'on fait, comment on va aménager en fait les rapports contractuels qu'il va y avoir entre les différents intervenants et quels intervenants on va prendre, puisque vous pouvez avoir des constructeurs de maisons individuelles et vous pouvez avoir aussi d'autres intervenants, notamment l'architecte. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une étape importante. Y a-t-il des erreurs à ne pas commettre finalement lors du souhait, en tout cas, de faire construire ? Oui, alors il y a énormément d'erreurs à ne pas commettre parce qu'il y a des choses trappes qui sont à toutes les étapes de la construction. Il faut savoir d'abord qui fait quoi et qui a telle et telle qualification. Alors, celui qui fait construire s'appelle le maître d'ouvrage. Ça, c'est important à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent maître d'ouvrage délégué, maître d'œuvre, etc., etc. Donc, si vous faites construire, vous êtes le maître d'ouvrage. C'est vous qui décidez ce que vous souhaitez faire. Et en face, vous allez vous retrouver avec un architecte ou un maître d'œuvre. L'architecte et le maître d'œuvre, c'est sur le principe la même chose. C'est-à-dire que l'architecte fait de la maîtrise d'œuvre, mais il a des diplômes bien évidemment particuliers qui lui confèrent un statut particulier et qui lui donnent également des obligations tout à fait particulières. Alors que le maître d'œuvre est une personne qui peut accompagner également le maître d'ouvrage dans le cadre de sa construction, mais en revanche, ce maître d'œuvre n'a pas d'obligations qui lui ont été imposées légalement. Donc c'est pour ça qu'on peut faire appel à un maître d'œuvre, mais il faut faire attention parce que le cadre légal n'est pas excessivement contraignant et précis. Et on peut faire appel à un architecte si on veut être encadré par un professionnel qui a des compétences qui peuvent être équivalentes à celui d'un maître d'œuvre, un bon maître d'œuvre, mais qui va présenter un contrat qui, lui, est beaucoup plus encadré par des obligations qui sont légalement fixées, outre celles que l'on peut ajouter dans le contrat. Voilà. Donc ça, c'est les distinctions principales. Et puis, il y a également une distinction qui se fait par rapport à la surface de la maison. À partir du moment où vous avez une maison qui a une surface supérieure à 150 mètres carrés,
vous avez l'obligation de faire appel à un architecte. Sinon, cette obligation n'existe pas. La première des clés, finalement, pour réussir sa construction, c'est de faire appel à des professionnels concernés. Y a-t-il d'autres clés pour réussir ? Oui, il y a d'autres clés pour réussir et qui nécessitent d'abord de bien savoir ce que l'on souhaite faire. Donc c'est pour ça que l'intérêt de faire appel en amont à un professionnel est important, parce que au départ, vous n'allez pas forcément savoir vers quoi vous orienter, ni par rapport à le cadre de vie que vous pouvez avoir autour de vous. Vous ne pouvez pas non plus savoir le type de matériaux qu'il faut prendre. Et ça, c'est quand même très important, puisqu'on le sait, l'obligation de respecter une réglementation thermique qu'on appelle la RT 2012. Actuellement, elle va être amenée à évoluer. Mais le principe est le même. Quand il y aura une RT 2020 et au-delà, on a toujours des obligations de respecter une consommation qui va être évidemment limitée le plus possible, et un confort au niveau de l'habitation. Et donc, c'est l'architecte en amont, mais il est entouré d'autres intervenants, notamment ceux qui vont faire des études techniques, comme des bureaux d'études. Vous avez un certain nombre d'intervenants qui vont être choisis par le maître d'ouvrage lui-même, mais le maître d'ouvrage, ne connaissant pas par principe tous les intervenants, eh bien, lorsqu'il se réfère à son architecte, il y a l'intérêt que ce soit l'architecte ou le maître d'œuvre qui le dirige effectivement vers les bons professionnels. Il y a aussi, et là vous allez dire je vais prêcher pour ma paroisse, mais il a aussi un intérêt, ce maître d'ouvrage, une fois qu'il a contacté son architecte ou ses différents intervenants, de savoir si le contrat est bien fait. Donc allez voir en amont, avant de signer quoi que ce soit, son avocat spécialisé en construction. C'est une bonne idée aussi, bien évidemment. Mais l'important, c'est qu'il sache exprimer ses besoins auprès du professionnel, lequel doit l'orienter. Donc c'est pour ça que dans cette première étape de choix d'un architecte, il est important d'envisager de éventuellement voir plusieurs professionnels qui vont pouvoir le diriger en fonction de ce qu'il souhaite comme réalisation de sa construction. Très bien. Alors justement, sur le rôle de l'architecte, que signifie faire construire par un architecte ? Oui, alors la distinction qui est à apporter de la construction par un architecte, c'est celle de le différencier de la construction réalisée par un constructeur de maisons individuelles. Ça, on le verra ultérieurement. Mais la construction par un constructeur de maisons individuelles, c'est que vous avez une maison que vous allez choisir sur plan et qui va vous être faite clé en main, avec un montant déterminé à l'avance et qui ne peut pas changer, qui ne peut pas évoluer. C'est un prix ferme et définitif, avec un certain nombre de garanties qui sont légalement fixées, et que dans ces contrats de construction de maisons individuelles, il n'y a pas de possibilité d'improvisation, ni de possibilité de réduire les garanties qui doivent être données. À côté de ça, nous avons donc le contrat de l'architecte. Alors ce contrat de l'architecte, il est beaucoup plus large qu'un contrat de construction de maison individuelle, puisqu'il va concerner uniquement le fait de mettre en œuvre tous les moyens pour parvenir à la construction de la maison qui est souhaitée. Et ce contrat, il est simplement régi par un contrat établi en fonction des obligations professionnelles de l'architecte, lesquelles relèvent de l'ordre des architectes, et que la sanction, en fait, principale, c'est une sanction ordinale. C'est une sanction qui est donnée par l'ordre des architectes si l'architecte ne fait pas correctement son travail. Ça, c'est le juridique. En réalité, si le contrat n'est pas fait correctement, la sanction, ça va être le maître d'ouvrage qui va l'avoir, parce qu'il va avoir un contrat qui n'est pas bien ficelé. Donc, il faut penser à un certain nombre de points. Bien évidemment, il y a la rémunération de l'architecte. Ça, c'est un point important. Mais il y a également la durée de la construction,
Parce que ça, dans les contrats de construction de maisons individuelles, c'est bien indiqué la durée précise. Et dans le contrat de l'architecte, la durée ne va pas être obligatoirement indiquée. Donc il faut qu'elle soit indiquée, mais il faut que l'architecte qui va en fait représenter le maître d'ouvrage auprès des différents intervenants qu'il va y avoir, et notamment principalement les entreprises qui vont intervenir, parce qu'à un moment, ce n'est pas l'architecte qui va prendre avec ses petites mains les briques et qui va les monter, c'est bien évidemment l'entreprise qui va le faire avec tous les corps de métiers qui vont se succéder. Eh bien, il y a une obligation pour l'architecte de veiller à ce qu'il y ait une succession des différents intervenants qui se fassent bien évidemment dans l'ordre qu'il convient, mais aussi dans les délais qui sont convenus. Avec un architecte qui doit prévoir les conséquences de non-respect de certaines obligations qu'il va devoir transmettre, lui, par l'intermédiaire de la signature du maître d'ouvrage, mais que l'architecte met en place auprès de son client, notamment, principalement, sur des retards. Donc l'architecte doit aussi prévoir de mettre au contrat des pénalités de retard qui vont devoir être imposées aux entreprises. Parce que moi, je vois malheureusement assez souvent des contrats d'architectes qui ne prévoient pas de donner des obligations auprès des entreprises avec l'architecte obligé lui-même à devoir les respecter. Et donc on se retrouve avec des chantiers qui parfois peuvent prendre beaucoup de retard. Donc ça, par exemple, c'est un point à éviter qui est important. Donc on a le prix qui doit être bien évidemment tout à fait déterminé et déterminable par le maître d'ouvrage. On a les délais et puis après on a bien évidemment tous les matériaux qui vont être utilisés. Là, la différence aussi avec le contrat de construction de maisons individuelles, c'est que dans le contrat de construction de maisons individuelles, vous avez tout un descriptif au niveau des travaux à réaliser, à savoir qui fait quoi entre ce qui peut éventuellement être réservé comme travaux par le maître d'ouvrage lui-même et ce qui est fait par le constructeur. Mais vous n'avez pas forcément les qualités qui sont indiquées. Alors, ce qui est bien, en revanche, avec l'architecte, c'est que là, vous êtes en amont et c'est vous qui allez choisir comment va être fait votre maison et comment cela se passe. Eh bien, avec l'architecte qui doit, ou le maître d'œuvre, qui doit vous présenter toutes les différentes possibilités que vous avez. C'est-à-dire que vous allez construire avec du bois ou vous allez construire avec du béton, avec de la brique, etc. On est dans des conditions qui sont complètement différentes. Au niveau visuel, vous pouvez avoir une maison qui est identique. Mais au niveau de la qualité de la maison, au niveau de la réglementation thermique, au niveau des économies d'énergie, etc., vous allez avoir des choses différentes. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que quand vous êtes dans le cadre d'un contrat avec un architecte, les gens ont souvent peur en disant « je suis avec un architecte, ça va me coûter très cher parce que l'architecte, c'est cher ». Or, je ne représente pas les intérêts des architectes, donc je suis tout à fait à l'aise pour l'indiquer. En fait, ce n'est pas en ces termes-là qu'il faut l'imaginer. L'architecte, à partir du moment où le contrat est bien ficelé, il va rester dans un montant déterminé. Il a simplement une marge qui peut être de l'ordre de 10% dans le cadre de la construction neuve et qui va jusqu'à 20-25% dans le cadre de travaux de rénovation d'un bâtiment où il peut dépasser un peu le budget. Donc c'est au maître d'ouvrage de le savoir au départ qu'on lui ait bien expliqué, de manière à ce qu'il puisse, lui, prévoir une petite enveloppe de secours, on va dire. Mais lorsque vous demandez à un architecte d'intervenir, la base, c'est que vous allez avoir votre projet qui va être fait avec tous les conseils qui vont vous être apportés pour que vous ayez la construction adaptée à ce que vous souhaitez, à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors que quand vous êtes dans un contrat de construction de maison individuelle, là, on inverse les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas une maison qui est adaptée particulièrement à l'endroit, et elle est un peu forcément à vos souhaits, mais pas totalement, parce qu'en fait, ce sont des maisons que vous choisissez sur catalogue.
Donc en fait, vous avez la possibilité effectivement de dire oui, ben, en fait, je veux changer la couleur de la faïence, que vous allez choisir de toute façon vous-même. En tout cas, sur ce point, je plaisante, mais en tout cas, vous pouvez dire, ben, voilà, je souhaite une pièce en moins, ou vous avez un certain nombre d'éléments que vous pouvez changer dans cette maison de constructeur de maisons individuelles, mais ils sont quand même un peu limités, ce qui est normal, parce que le constructeur, lui, il a prévu une enveloppe. Il a tout budgétisé et il vous présente quelque chose qui, il faut essayer, n'évolue pas trop au cours de la construction. Alors que quand vous êtes avec l'architecte, là, c'est vous qui déterminez à la base avec lui ce que vous voulez, donc en fonction, encore une fois, de tout ce qui est environnemental. Donc on est dans une situation qui est différente. Et c'est vrai que cette situation, elle a ses intérêts, puisque vous avez quelque chose qui est du sur-mesure, et pas du prêt-à-porter, hein, si on peut dire pour le reste. Là, vous êtes sur du sur-mesure, mais il faut que ça soit bien encadré. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étapes sur lesquelles il faut faire très attention, effectivement. Finalement, le gros avantage de faire construire avec un architecte, ça va être de pouvoir construire du sur-mesure absolument partout. Vous avez évoqué également le cadre juridique, notamment avec le contrat d'architecte, le Code civil et la RT 2012. Est-ce que les architectes sont également soumis à des assurances décennales, je pense notamment des assurances dommages ouvrages ou des choses comme ça? Oui, alors il y a une distinction à faire. C'est l'assurance dommage ouvrage dont vous venez de parler et la garantie décennale. En fait, la dommage ouvrage, c'est une assurance qui est l'assurance du maître d'ouvrage, hein, de celui qui fait construire. Ce n'est pas l'assurance de l'entreprise ou de l'architecte. L'assurance dommage ouvrage, c'est celle que va prendre la personne qui fait construire, hein, le maître d'ouvrage, de manière à ce que si jamais il y a un souci postérieurement à l'étape qu'on appelle la réception, hein, quand la maison est terminée, vous devez réceptionner l'ouvrage. Donc vous signez un procès-verbal de réception. À partir de ce moment-là, vous avez une garantie qui court, qu'on appelle la garantie décennale, et qui est une garantie qui dure 10 ans, comme son nom l'indique. Cette garantie, elle est donnée obligatoirement par l'entreprise qui construit. Elle est donnée aussi par les intervenants qui vont avoir aidé le maître d'ouvrage. Donc, pour répondre directement à votre question, oui, l'architecte est tenu à une responsabilité décennale et il a une garantie décennale, tout comme les intervenants, donc les entreprises, ont cette garantie décennale également. Et l'intérêt de la dommage ouvrage, qui est obligatoire, je le rappelle, parce que les gens pensent qu'ils peuvent se soustraire à cette obligation, elle n'a pas de sanction pénale ou civile. Donc beaucoup de gens disent, bon, il n'y a pas de sanction, je ne le prends pas. Mais elle est quand même bien utile. C'est-à-dire que si vous avez un problème au cours des 10 années qui vont suivre la réception de votre maison, eh bien, l'assureur de l'entreprise ou de l'architecte va éventuellement être amené à dénier sa garantie en vous indiquant qu'il considère que son assuré ne doit pas être impliqué dans le problème ou que les garanties du contrat ne sont pas suffisantes pour que l'assureur couvre. Enfin, ce qui est le principe habituel, malheureusement, des assureurs, ils vont essayer donc de vous dire que non, c'est pas garanti. Alors, l'intérêt de la dommage ouvrage, qui encore une fois est obligatoire, c'est de préfinancer la reprise des travaux avant toute recherche de la responsabilité des différents intervenants. Donc c'est ça l'intérêt de la dommage ouvrage. Elle est à la fois obligatoire, mais elle est également bien utile, parce que parfois vous vous retrouvez dans l'obligation de partir dans des procédures qui peuvent durer 1 an, 2 ans, et avec évidemment des problèmes de construction. Eh bien, la dommage ouvrage est là pour préfinancer. Alors, bien sûr, vous avez toujours besoin à un moment ou à un autre d'avoir des conseils, notamment si vous avez votre avocat en construction sous la main, parce que la dommage ouvrage, bien évidemment, est une assurance aussi, et qu'elle peut essayer de vous dire non, je ne garantis pas. Mais en tout cas, voilà, ça, ce sont des assurances qui sont obligatoires. Il y a également la responsabilité civile professionnelle des entreprises, tout comme de l'architecte. Donc, les obligations, que vous soyez dans un cas ou dans l'autre de construction, c'est-à-dire par un constructeur de maison individuelle ou par un architecte, par un maître d'œuvre, elles sont toutes les mêmes. L'obligation, c'est ce qu'on appelle la responsabilité décennale, et
la garantie, c'est la garantie décennale. Et ensuite, il y a des garanties qui sont dues aussi par là, les constructeurs eux-mêmes, hein, entreprises, etc., qui vont intervenir dans le cadre des travaux, qui est une première garantie qui est sur un délai d'1 an, hein, et une autre garantie biennale qui est sur un délai de 2 ans. Donc, qui sont la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement. Donc ça, ce sont des garanties qui existent, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas obligatoirement assurées. La garantie décennale, c'est une garantie qui couvre la responsabilité décennale. Là, elle est obligatoire. Tous les intervenants à l'acte de construire, qu'ils soient architectes ou qu'ils soient autres maîtres d'œuvre ou qu'ils soient constructeurs de maisons individuelles, ont tous cette obligation d'avoir une garantie décennale pour couvrir leurs responsabilités. En revanche, les deux garanties parfait achèvement et bon fonctionnement dont je vous ai parlé, il n'y a pas d'obligation légale. Donc, c'est-à-dire que c'est bien de vérifier si l'entreprise a pris ses assurances à titre facultatif. Voilà, donc des pièges à éviter également. Très bien. Simplement pour avoir quelques chiffres, peut-être une fourchette, quels sont les honoraires finalement de l'accompagnement par un professionnel tel qu'un architecte lors de la construction? Alors, ça va dépendre bien évidemment de la notoriété de l'architecte, ça va dépendre aussi de la maison, de la difficulté de la construction, mais schématiquement, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un montant fixe qui est déterminé au départ sur l'intervention de l'architecte. Ce n'est pas très courant, mais ça peut se faire. On a également dans cette partie une sous-possibilité, c'est celle d'avoir en fonction des interventions de l'architecte, notamment du temps qu'il va y passer. Mais ce que l'on voit le plus couramment, c'est en fonction d'un pourcentage par rapport aux travaux réalisés. Et c'est là qu'il faut faire aussi très attention, parce que ça veut dire que s'il y a un dépassement du budget, je vous ai expliqué tout à l'heure que le budget pouvait éventuellement être dépassé de 10% sans que l'architecte se fasse taper sur les doigts. Eh bien, l'architecte va être amené à prendre des honoraires sur quelque chose qui est quand même en partie un peu une responsabilité de sa part. C'est-à-dire qu'on va un peu dépasser votre budget et en plus, on va vous prendre des honoraires dessus. D'où l'intérêt de bien ficeler les contrats à la base et de ne pas se contenter d'avoir un contrat qu'on vous met sous le nez et que vous allez signer sans regarder toutes les clauses. Il faut savoir que vous avez la possibilité en tant que maître d'ouvrage d'y apporter quelque chose à ces contrats. Ce sont des beaux contrats qui sont préimprimés par l'ordre des architectes. Eh bien, vous, en tant que maître d'ouvrage, vous avez, avec des conseils avisés, la possibilité d'ajouter des choses. Et notamment, vous pouvez donc ajouter par rapport au prix que s'il y a un dépassement, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura pas d'honoraires supplémentaires de l'architecte sur ce dépassement. Ça, c'est par exemple des petites choses à savoir qui, au final, peut faire une grosse différence sur les budgets. Oui, il faut faire attention à ce petit piège. Effectivement, d'où l'intérêt justement de faire appel à un avocat spécialisé dans le droit de la construction. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Je prêche pour votre paroisse, vous voyez. Merci beaucoup, maître. Nous allons maintenant ouvrir le débat aux questions avec les visiteurs, le public. Y a-t-il des questions ? Oui, nous avons une question juste là. Madame, maître Echinol vous écoute. Nous avons parlé tout à l'heure de la réception de l'ouvrage. Comment ça se passe quand on se rend compte qu'il y a des travaux qui ont été mal exécutés? Alors, c'est une question très intéressante, la réception de l'ouvrage, parce que elle fait l'objet de nombreuses problématiques. Alors, cette réception de l'ouvrage, elle doit se faire dans tous les cas. Que vous soyez dans le cadre d'une construction de maison individuelle ou que vous soyez dans le cadre de n'importe quel autre bâtiment, que vous ayez un architecte, que vous n'ayez pas d'architecte, que ce soit des travaux neufs ou des travaux de rénovation, il faut absolument faire un procès-verbal de réception. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous garantir à l'avenir la pérennité de votre ouvrage. Si vous n'avez pas fait de réception, les garanties dont je vous ai parlé tout à l'heure, la garantie décennale, ne jouent pas. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, ce que l'on fait, donc là, je vais rester dans le cas de la construction de maisons individuelles, on a une réception unique.
C'est-à-dire que, pardon, j'étais sur la construction de maisons individuelles, je vais partir sur celle des architectes puisque c'était notre sujet aujourd'hui. Donc, sur la construction de maisons individuelles, vous avez une réception unique. Sur la construction avec un architecte, vous avez un procès-verbal de réception qui peut se faire par corps de métier différents. Donc, c'est l'architecte qui doit l'organiser. Il l'organise en convoquant toutes les entreprises. Si toutes les entreprises sont là le même jour, le procès-verbal aura évidemment une date unique, et sinon, ça sera en fonction des jours différents. Ce procès-verbal va indiquer les réserves qui sont apportées dans le procès-verbal par une annexe et qui portent sur des éléments qui ne sont pas achevés correctement, soit parce que il y a un problème de malfaçon, soit éventuellement d'ores et déjà l'apparition d'un désordre, soit parce qu'ils ne sont pas conformes à ce qui a été prévu contractuellement. Vous avez prévu que le peintre devait faire un mur bleu, votre mur il est jaune, c'est pas bon, c'est pas un problème d'ordre technique, mais vous pouvez faire une réserve. Et une fois que vous avez fait toute la liste des réserves, le procès-verbal de réception est signé avec cette liste de réserves, eh bien, ça vous permet ensuite de savoir que dans le délai qu'il faut déterminer, on fait la réception à telle date et on indique la liste de réserves et que l'entreprise concernée doit lever sa réserve dans tel délai. Les délais sont souvent, selon les problèmes, de 2 ou 3 mois. Et ensuite, après ce délai, si l'entreprise n'intervient pas, on a des possibilités juridiques de faire réaliser les travaux, notamment à sa place, parce que tant que l'ouvrage n'est pas correctement achevé, vous pouvez conserver, en tant que maître d'ouvrage, un dépôt de garantie, en fait, ce qu'on appelle une retenue de garantie. Et cette retenue de garantie, vous allez éventuellement la consigner à la Caisse des dépôts et consignations. Et tant que les travaux ne sont pas correctement réalisés, l'entreprise n'aura pas le droit de percevoir le solde. Si jamais, à l'issue du délai qui lui a été imparti, il n'y a pas de travaux réalisés ou des travaux réalisés mais de manière encore incorrecte, eh bien, vous avez la possibilité de faire intervenir une autre entreprise, après mise en demeure, etc. Mais en tout cas, vous pouvez le faire et vous avez la possibilité à ce moment-là de conserver ce montant pour l'indemnisation et le versement à l'autre entreprise. Voilà, donc la réception, c'est très important pour ça. Après, il faut savoir que les désordres qui ont pu apparaître, et s'ils sont résolus, bénéficient ensuite du délai de la garantie décennale à partir du moment où ils vont être repris. Donc c'est très important de veiller à la réception. Vous avez 2 possibilités pour la réception. Soit vous la faites seule, ce que je ne vous conseille pas, soit vous la faites accompagnée d'un professionnel. Donc dans notre exemple, vous avez votre architecte. L'architecte va être avec vous pour pouvoir regarder les désordres ou autres problèmes qui existent encore pour pouvoir faire ces réserves dans le cadre de la réception. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, on vous écoute. Alors, qu'en est-il des projets qui sont en autofinancement, autoconstruction? Comment ça se passe à ce niveau-là? Pour l'autoconstruction, alors, comme son nom l'indique, c'est vous vous retrouvez tout seul. Alors ça, c'est une possibilité de construire qui est la plus dangereuse, on l'aura facilement compris. Les gens pensent souvent que l'autoconstruction permet de faire des économies d'énergie, financières. C'est vrai que bien évidemment, vous allez vous retrouver avec des coûts en moins. On a parlé notamment du coût de l'architecte, donc vous avez des coûts en moins. Mais ce n'est pas forcément en réalité ce qui va se passer pour la suite, à moins que vous soyez déjà vous-même spécialiste de la construction, on est d'accord. Mais si on prend monsieur ou madame X qui ne sont pas spécialistes, eh bien, ils vont se retrouver avec différentes problématiques. D'abord, c'est tout ce qui a trait au respect des normes, puisque toute construction doit respecter un certain nombre de normes. Il y a des codifications qui sont faites pour cela, des DTU, etc., qui existent. Et l'autoconstructeur ne va pas forcément, parce que ce n'est pas son métier, tous les connaître. Donc c'est compliqué.
Ne serait-ce qu'aussi, par exemple, le fait que sa maison a l'air très bien, mais en réalité, c'est une vraie passoire. Et au niveau des économies d'énergie, il n'en fait aucune. Et il va se retrouver avec un surcoût au bout de quelques années qui peut-être aurait mieux fait d'être employé à prendre un professionnel. Ensuite, au niveau des garanties, ben, le problème, c'est qu'il n'a pas de garantie et que le jour où il va vouloir éventuellement vendre sa maison, il va se retrouver, si le délai décennal n'a pas expiré, dans l'obligation d'assumer lui-même la garantie décennale de sa maison. Alors, j'ai construit ma maison, il y a un problème qui malheureusement se révèle que 5 ans plus tard, alors que je viens de vendre la maison, eh bien, mon acquéreur va se retourner contre moi en me disant « vous êtes tenu de la garantie décennale ». Quand vous avez des professionnels qui sont intervenus, ces professionnels ont l'obligation d'être garantis. Donc, vous avez la possibilité, puisque le maître d'ouvrage est, dans tous les cas, tenu de la garantie décennale, mais quand vous avez des professionnels, le maître de l'ouvrage va dire « je fais appel au constructeur que j'ai fait intervenir », ou à l'architecte si c'est un problème de conception, par exemple, et là, il a les garanties qui vont permettre d'indemniser la victime en vos lieux et places. Si en revanche, vous avez fait construire vous-même, eh bien, bien évidemment, vous l'avez compris, vous allez être tenu de financer vous-même le montant. Sachant qu'il n'y a pas de possibilité de se faire assurer soi-même si vous n'êtes pas professionnel. Hein, vous n'avez pas d'obligation d'assurance, mais vous n'avez trouvé non plus aucune assurance qui va vous assurer. De plus, la dommage ouvrage, l'assureur, lorsque vous allez contacter l'assureur pour vous dire il me faudrait une dommage ouvrage, l'assureur va vous dire mais moi je ne vais pas vous assurer parce que vous n'avez pas de professionnel qui fait votre construction. Donc c'est à mon sens une fausse bonne idée d'envisager, même si je comprends que parfois il y a des gens qui n'ont pas trop de choix. Donc il vaut mieux parfois se dire on va faire une construction un petit peu plus petite, un petit peu plus économe, mais en étant entouré de personnes qui vont sécuriser toute la construction. Cela peut être finalement une économie à court terme, une grosse dépense à long terme. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Non? Dans ce cas, je vous remercie, maître, pour votre intervention. J'invite bien sûr tout le monde à être accompagné par des professionnels tels que vous, sur Albi et Toulouse, pour rappeler où se situent vos cabinets. Et je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.